Le livre, paru en 1961, Les grandes activités du rhinencéphale, tome 2, Physiologie et pathologie du rhinencéphale, sous la direction du professeur Alajouanine, est consacré à l'étude de la fonction nasale, du cerveau nasal, des centres cérébraux en rapport avec le sens nasal, le sens olfactif. Cet ouvrage passionnant, dont la lecture est surtout réservée aux médecins, mais que les gens instruits suffisamment en sciences naturelles peuvent lire, est écrit par une série de savants spécialisés dans l'étude du cerveau olfactif. Ces savants sont surtout des anglo-saxons et des français, ou des auteurs de langue anglaise et de langue française. Les germaniques, les slaves, les latins et les autres savants d'Europe n'ont-ils donc rien à dire sur le rhinencéphale ? Cela m'a surpris. En tout cas, cette série d'articles nous ouvre des horizons immenses et nous rassure. C'est ce livre qui vient apporter les preuves des affirmations de Anish, des lamas, des brahmanes, des prêtres égyptiens. Le mot rhinencéphale veut dire cerveau olfactif ou cerveau du nez. Expliquons cette expression. Il existe un cerveau musculaire, comme il existe plusieurs sortes de cerveaux, c'est-à-dire de mécanismes spécialisés hautement organisés ayant un but défini dans le cerveau. On dit le cerveau moteur, le cerveau sensitif, le cerveau optique, le cerveau olfactif, le cerveau auditif. Ce ne sont pas des cerveaux différents, ce sont des systèmes différents dans le même cerveau. Revenons au cerveau qui fait marcher nos muscles. Il comprend des fibres destinées aux muscles, des centres de régulation, des localisations à la surface du cerveau, etc. Un système, un domaine pour le mouvement. De même, il y a un cerveau visuel, des nerfs optiques, des centres, des localisations à la surface du cerveau, un domaine consacré à la vue. De même, il y a un cerveau consacré à l'olfaction, au nez, des fibres d'apnée, des centres, une localisation à la surface du cerveau, un domaine consacré à l'odorat, à l'olfaction, mieux, au nez. C'est le cerveau olfactif, c'est le rhinencéphale. La science a complètement renversé sa vapeur quant à ce cerveau du nez, comme nous allons le voir. Le cerveau est au-dessus des fosses nasales et du nez, il est donc normal que le cerveau du nez soit un cerveau inférieur, et que les centres soient sous le cerveau. Le rhinencéphale est inférieur. Il fait le tour du cerveau par-dessous. L'article du savant belge H. Sunjens commence par un titre de chapitre suggestif. Quelques idées fausses sur le rhinencéphale. Autrefois, en effet, on disait « Ce cerveau ne sert que pour les animaux. Chez l'homme, il est atrophié, il ne le sert plus. Ses centres ne servent qu'à l'odorat. L'homme n'en a plus besoin. Il n'a pas d'autre fonction que l'odorat. » Tout cela est complètement faux. Sunjens le démontre. Autrement dit, tout l'enseignement qui était basé dans les centres scientifiques sur ces affirmations ne signifie plus rien. Il prouve au contraire que c'est l'homme qui a le plus grand cerveau-nez. Il n'est nullement atrophié. Il sert toujours. Les centres servent à d'autres choses qu'à sentir. Ces fonctions sont très hautes et utiles. Sunjens nous décrit ici des poissons, des verrons auxquels on a lésé l'intérieur du nez. Ne sentant plus, si l'on peut s'exprimer ainsi pour des animaux vivant sous les eaux, ils vont dans la partie de l'aquarium où se trouvent des toxiques et meurent en masse. C'est la même chose que pour les rats. Le savant conclut que le cerveau du nez sert pour la prudence et la prémonition. Green, de Los Angeles, entre autres phénomènes curieux, nous montre le comportement aberrant de chats auxquels on a modifié certains plans du cerveau-nez. Ces animaux complètement déboussolés montrent un froid mépris pour une chatte des plus avenantes et se montrent fortement actifs vis-à-vis de lapins et de jouets en peluche. Maclean, un peu plus loin, montre de même des chats posés sur des chiens, des singes, des poulets. Le chat de nos appartements et de nos jardins, si prudent et si progressif à l'ordinaire, a perdu tout discernement lorsque son rhinencéphale a été lésé. Maclean consacre son article à la grande circonvolution nimbique. C'est ainsi qu'un grand savant, Broca, le fondateur de l'anthropologie, avait nommé le cerveau olfactif le cerveau-nez en 1878. Broca avait prévu, si l'on peut dire, le succès ultérieur du grand anneau cérébral du cerveau-nez. Puis, on avait parlé d'autre chose et la question avait été enterrée, sous prétexte que l'homme n'a plus besoin de son odorat. Maclean, de toutes ses expériences, conclut que le cerveau-nez sert à la prudence, au discernement, à la sexualité normale, à la conservation de l'espèce. L'animal dont on a modifié l'anneau cérébral cerveau-nez mange n'importe quoi. Le singe avale des boulons et des écrous, croyant déjeuner. Il ne sait plus se défendre contre des dangers qu'il redoutait et évitait auparavant comme le feu. Liberson de Chicago montre que la mémoire eut danger, qui justement chez l'animal, l'enfant, le boxeur, l'ascensionniste, l'explorateur, le sauteur en ski, le combattant et aussi le délinquant, est la base des réflexes de protection, n'existe plus. Plusieurs fois de suite, le singe se brûle avec des allumettes enflammées. Autrement dit, la mémoire médulaire et cérébrale
base des expériences chez le jeune animal sauvage comme le jeune civilisé, a disparu brusquement. Passouan et Cadillac portent ces mots extraordinaires et révélateurs. L'hypothèse de Papès fait de l'hippocampe le centre même des phénomènes émotionnels. C'est l'effroyable amnésie immédiate du long apprentissage de la vie. Et un peu plus loin, dans cet ensemble, la corne d'Amon représente une structure où se trouve le processus émotionnel qui, par les voies connues, est transmis au cortex singulaire, d'où il irradie aux autres régions corticales. La maîtrise des phénomènes émotionnels est un des buts suprêmes des yogis. Seul celui qui a monté beaucoup de degrés de la fameuse échelle est au-dessus du contre-coup de l'épreuve émotionnelle. Ne confondons pas, s'il vous plaît, la domination des émotions avec le sens bien occidental de l'indignation devant les légitimes émotions d'autrui. Maître de la peur, du désir, de la colère, il baigne dans l'équilibre inaltérable de Lao Tse. Il est Brahman, il est Arat, il est Jiwan Mukta, il est délivré vivant. Le centre émotionnel. Hippocampe et corne d'Amon sont des régions du bas-fond du cerveau né. Régions volumineuses et importantes, inférieures et latérales. La corne d'Amon a la forme d'une corne de bélier. Le nom est celui du temple pharaonique d'où nous tirons les merveilles des mouvements vers le haut, le temple d'Amon. La corne de bélier, qu'imite à s'y méprendre la formation du cerveau. Que vient-elle faire là ? Nous allons trouver une autre coïncidence étonnante plus loin. La corne d'Amon, bas-fond de l'anneau cérébral du cerveau-né, est aussi en rapport avec l'épilepsie. Le cerveau-né, en rapport avec tout ce qui est mouvement involontaire et libération de l'activité désordonnée du faisceau pyramidal ? Voilà ce qui explique peut-être les crises d'épilepsie dues à de grands excès de yoga respiratoire mal conduits. Les brahman yogis sont capables de provoquer par le respire et les postures des tremblements, des vibrations, de les entretenir, de les calmer. Ne cherchons pas ces pouvoirs hors série, craignons de déclencher ce que nous ne pourrions probablement pas arrêter. Entre tant de chapitres décevants de la neurologie, celui des tremblements comme Parkinson et la sclérose en plaques est un des plus désespérants. En tout cas, pour la première fois probablement dans la médecine officielle, nous avons une base d'explication sur le fait que le yogi respirateur est un homme maître de son mode émotif et de ses mouvements volontaires et surtout involontaires. Mais une discussion s'ouvre. Le centre numéro 1 de l'émotion, c'est le plexus solaire, c'est le chakra central, c'est Manipura. Quel lien y a-t-il entre lui et la corne d'Amon ? Les savants n'en parlent pas. Le savent-ils ? Où est le vrai centre, celui qui commande à l'autre ? Est-ce le cerveau qui commande à Manipura ? Est-ce Manipura qui commande la corne d'Amon ? Peut-être le savez-vous ? Moi je l'ignore. Toute l'éducation gymnastique, toute l'éducation corrective, yogique, posturale, respiratoire, est liée au temps, à la soudure entre deux expériences de gestes, de plusieurs améliorations de gestes et d'attitudes. Or, il dit que le dessous du cerveau, comme nous l'appelons en abrégé, gouverne la liaison entre les expériences actuelles et les expériences passées. Et il est exact qu'il est impossible d'apprendre les améliorations du schéma postural au nez bouché, aux ignorants de la fonction nasogymnastique, nasoposturale, nasopulmonaire. Il y a donc une liaison mémoire-fonction nasale. Il y a une liaison entre l'utilisation et l'écoulement du temps et le nez. On est donc autorisé à écrire l'équation écoulement du temps égale écoulement de l'air dans le nez. Autant suspends ton vol, écrivait Lamartine. Pour cela, suspends ton respire, répondaient les brahmanes. J'espère que je ne vous en ai pas trop dit. Gardez-vous d'appliquer intégralement cette méthode. Si nous étions encore à l'époque pharaonique, peut-être cette époque est-elle éternelle et le moment où toutes ces lois fondamentales furent gravées, dans la pierre, est-il un zéro élargi des coordonnées du temps, avant le savoir moderne et après la rédaction des lois éternelles ? Si nous étions encore à l'époque de Saussure, disons-nous, nous pourrions écrire comme conclusion l'équation suivante, si simple et si riche de commentaires et d'applications. Je laisse aux décrypteurs le soin de la développer. On peut écrire un gros livre là-dessus. Ils y trouveront la vertébrothérapie, la radiesthésie, la mécanique céleste, l'ostéologie, l'orthopédie vertébrale, l'horlogerie, les coordonnées polaires, l'acoustique. Mais si nos modestes cervelles peuvent ainsi résumer ce chapitre, c'est que cette équation doit se trouver depuis longtemps sur les murs de Luxor ou d'Edfou. Nous pensons avoir retrouvé, nous ne pensons pas avoir inventé.